Elie, bonjour. Bonjour. Vous êtes donc le directeur de Qualitaire Corse, c'est bien ça? C'est ça. Alors, Qualitaire Corse est une association, mais est-ce qu'on peut dire que vous êtes avant tout un observatoire? Voilà, effectivement, le statut associatif, parce qu'il fallait un statut qui voulait montrer l'indépendance de notre activité. On avait un passif un peu douloureux sur la pollution de l'air, mais plutôt sur la partie, on va dire, radioactivité avec la Tchernobyl. Donc, les volontés, lorsqu'on a mis en place ces réseaux de surveillance sur l'ensemble de la France, c'est d'avoir une structure qui soit indépendante. Et le statut associatif répondait à cette problématique, et notamment en essayant de mettre dans l'ensemble de l'association l'ensemble des acteurs de terrain, donc les services de l'État, les collectivités, les émetteurs de pollution également, et aussi les associations et les personnes qualifiées. Donc vous êtes bien trouvé dans, on va dire, dans ce statut-là, quoi, Ça, l'associatif. voilà, effectivement, si ce n'est qu'effectivement, on peut parfois, on emploie plutôt le terme d'observatoire pour montrer un peu Le sérieux aussi, spécificité, le peut-être. sérieux des actions qui sont mises en place dans une rigueur qui est vraiment quelque chose qui est homogène au niveau français, avec des réglementations très strictes européennes du ministère de l'écologie et des obligations que nous avons à mettre en place certaines actions sur le territoire. Donc Qualitaire Corse est quelque chose de sérieux. Exactement. Vous êtes implanté, vous avez votre siège sur Corté, c'est bien Voilà, ça? c'est ça. C'est un organisme régional, donc on doit couvrir l'ensemble de la région. De façon, on va dire, à peu près logique et géographique, on s'est implanté à Corté pour pouvoir se déplacer assez facilement sur l'ensemble de l'île. Et depuis combien d'années, puisque c'est au niveau national, vous êtes implanté, vous, en Corse? Alors, ça a été créé en 2003. L'obligation d'avoir un organisme de surveillance de la qualité de l'air sur la Corse date de 2000 en fait, mais bon, ça a pris du temps. Donc 2003, la création, la mise en place des actions à partir de 2005 et vraiment les premières mesures 2007 à peu près. Donc ça fait 10 ans, en fait, nos 10 ans de mesures de surveillance réelles sur le terrain cette année, quoi. Et quelles sont les principales missions de Qualitaire? Alors au départ, nos missions étaient assez simples, on va dire, c'était mesurer et informer. Donc mesurer pour voir quelle était la qualité de l'air et informer la population en cas de risque de pic de pollution, etc. Là, notre projet a été un peu agrandi, où on mesure toujours, on informe également, mais différemment. C'est-à-dire maintenant, on informe aussi en faisant de la prévision, c'est-à-dire qu'on anticipe les pics de pollution, et on travaille aussi avec les acteurs de terrain, notamment les collectivités, en tant qu'experts, sur des actions, par exemple les plans de déplacement urbain, qui sont des plans dans lesquels on va définir la circulation, les modes de circulation, définir si on met des voies piétonnes, des Comme sur le cyclables, continent, etc. finalement. Voilà. Donc on les assiste dans ces projets-là pour évaluer le bon fonctionnement de leurs décisions sur ces problématiques. Voilà. Donc il n'y a qu'eux qui vous sollicitent généralement, ou il y a d'autres organismes? Alors non, on travaille avec l'ensemble de nos partenaires, donc ça peut être les services peut les de citer? l'État, voilà, donc les services de l'État qui nous missionnent notamment sur des plans réglementaires. Par exemple, sur Bastia-Surjacq, on a travaillé sur les plans de protection de l'atmosphère, donc c'est-à-dire des plans qui vont définir quelles actions à mettre en place à une période assez courte pour améliorer la qualité de l'air. Sur d'autres actions un peu plus santé, par exemple, on va travailler sur les pesticides, on a travaillé sur les pesticides, mais on va continuer à travailler sur les pesticides. Donc ça, c'est plutôt du côté de l'État où on est sollicité sur ces problématiques-là. Au niveau des collectivités, sur des problématiques toutes simples, comme je disais, pour évaluer leur plan aussi de déplacement des véhicules, leur stratégie locale. On a travaillé aussi, par exemple, sur des mesures à Corté de surveillance de la centrale à bois de Corté, par exemple. Et après, on travaille aussi avec les industriels, notamment EDF ici, et on arrive à faire souvent des études pour eux, pour évaluer aussi leur impact dans l'environnement. Donc on travaille également avec eux, quoi. Voilà. Est-ce que vous avez aussi fait des actions en milieu scolaire? Bien sûr, on fait des Aussi actions en milieu scolaire. C'est pas notre premier travail, Bien sûr. et effectivement on le fait parce qu'on est sollicité par rapport à ça. Après il y a d'autres organismes qui font, donc c'est la spécificité. On intervient notamment sur la fête de la science ou d'autres manifestations. Et on a aussi quelques outils. On a développé aussi par exemple une petite maquette qui explique toutes les émissions possibles de polluants de l'air, et on utilise ça ou dans le milieu scolaire ou dans le milieu justement des fêtes de la science ou d'autres manifestations. Les enfants, on va dire que bon, c'est l'apprentissage de la vie. Quand vous intervenez en milieu scolaire, comment ils réagissent quand on parle de pollution?
Parce que chez nous, on n'a Ça- pas l'impression qu'on Alors ça dépend peut être effectivement pollué. des niveaux. Après, c'est vrai qu'on a des niveaux, quand ils sont tout petits, il faut déjà leur expliquer qu'il y a de l'air et pas du vide autour de nous, donc c'est ça. Et après, non, ils sont assez réactifs, ils comprennent assez bien. Comme je dis, on a cette maquette-là, on a une autre maquette qui fait l'air intérieur également. Ils arrivent facilement à trouver les points chauds dans les bâtiments également qui peuvent être la source de pollution. Donc ça fonctionne assez bien à tout niveau. Ils sont assez réagissent intéressés. bien, quoi. Voilà, tout à fait. Et si besoin, s'il y a pollution, comment informez-vous la population? Alors, dans le cadre maintenant de prévision, donc de pollution, donc il y a différents canaux. Alors nous, on a nos propres canaux, on a notre site internet, on a également une application smartphone. Donc les personnes qui ont téléchargé l'application reçoivent directement en direct, lorsque nous, on va informer la préfecture de la pollution, la personne qui a l'application smartphone va être informée au même moment, quoi. Donc après, on a bien sûr des diffusions de mails où on va dans les services de l'État, mais aussi des services hospitaliers, par exemple, où on parlait des enfants aussi, le rectorat, les écoles. Donc tous ces gens sont informés par mail. Et bien sûr, après, on s'appuie beaucoup sur les médias, les télés, les radios, les journaux, pour pouvoir faire le relais. Donc c'est une chaîne qui se met en place, en fait, où nous, on est le premier maillon, et après, on va toucher le deuxième maillon pour essayer de toucher l'ensemble de la population, pour que les personnes soient informées, notamment les personnes sensibles, pour que les personnes qui ont des problèmes respiratoires, par exemple, puissent anticiper la prise de médicaments. Pour d'éventuelles crises d'asthme, Voilà, même, notamment. ou alors carrément anticiper l'épisode en évitant de faire du sport ce jour-là, si possible en évitant de rajouter une couche de pollution aussi, en prenant la voiture pour faire 100 mètres pour aller acheter le pain, ou par exemple en brûlant toutes les feuilles de son jardin ce jour-là. On va en revenir sur ce sujet. Alors, lorsque vous êtes sur le terrain, de quel matériel disposez-vous pour relever les mesures? Alors, ouais, il y a différents niveaux, effectivement. Donc, on a le matériel de base, on va dire, ce sont nos stations de surveillance de qualité de l'air. Donc, ce sont des petits shelters dans lesquels on va installer des appareils de mesure avec des appareils spécifiques pour chaque polluant qu'on souhaite chercher. Ces appareils sont réunis en réseau sur un ordinateur et on peut récupérer après toutes ces données en direct à Corté. Et donc nous, au moins 2 fois par jour, on vérifie que tout fonctionne bien, que les données sont bien correctes. Donc ça, on a ce réseau-là de stations fixes, on va dire. On en a 5 sur Ajaccio et 5 sur Bastia en ce moment. Une dans le centre Corse, au niveau de Venaco. Et on travaille aussi, on en a une également au Cap Corse, qui est partagée avec un institut de recherche. Donc ça, c'est la première base. Ensuite, on a la même chose, mais avec des moyens mobiles. C'est-à-dire qu'on peut déplacer, là c'est plus pour des campagnes ponctuelles, pour meilleure connaissance du territoire. On va s'implanter, par exemple, on a fait plusieurs points dans l'ensemble de l'île. Je crois qu'on en est à presque 40 points de mesure en 10 ans sur les différents points de l'île, en plus de une dizaine de points fixes. Après, il y a d'autres outils qui sont plus simples, dans lesquels on va mettre des petits échantillons sur des poteaux, sur des supports, et où on va pouvoir capter la pollution pendant une période, une semaine, 15 jours, un mois. Et à partir de là, on va pouvoir faire des cartographies de pollution également. Donc ça, on l'a fait sur Bastia et sur Ajaccio, et également sur toutes les grandes villes de la zone rurale, on va dire, donc Île-Rousse, Calvi, Corté, Porto-Vecchio, Cuquizonaccia, Sartène, Propriane et Bonifacio. Donc sur tous ces points-là, on a également des cartographies de pollution. Ensuite, on a d'autres outils qui vont permettre, où on va définir quelles sont les sources d'émissions théoriques. On va croiser ça avec des données météorologiques et on va pouvoir faire de la prévision. Donc on a aussi des cartes de prévision de pollution, comme fait Météo France C'est ce que j'allais vous dire. Donc nous, on a les mêmes outils, voilà, pour pouvoir anticiper. Alors, c'est des outils qu'on développe avec nos partenaires, notamment on travaille beaucoup avec la région PACA, ou alors il y a carrément des modèles de prévision au niveau européen qu'on utilise aussi. Il y en a notamment un qui a été développé par l'université en Grèce, mais il y a également un aussi en Espagne, qui nous permet d'anticiper les poussières du désert, par exemple. Oui, celles-là qui sont très polluantes. Donc c'est sur ça, on peut savoir peut-être 1, 2, 3 jours à l'avance en fonction de la météo. Donc ça permet, nous, de pouvoir informer la population bien en amont pour pouvoir prendre des actions concrètes de protection et de réduction des émissions. Est-ce que vous avez donc, on peut dire, une collaboration aussi avec les centres météorologiques? Bien sûr, donc parmi nos membres actifs, on a également Météo France.
Donc, Vous êtes en parallèle, voilà, finalement. on est fortement lié avec eux. On récupère des outils qui permettent de faire de la prévision, justement. Et lorsqu'on est dans une période un peu sensible où il y a un risque de déplacement, là, on passe en vigilance renforcée, où avec eux, on peut travailler avec des prévisionnistes pour qu'ils nous indiquent si le risque est vraiment important et combien de temps ça va durer. Comme pour la météo, il y a les vigilances orange, Exactement, voilà. ça y est, Ouais. pareil Tout à pour fait. la Voilà. pollution, quoi. Donc ça, c'est pour dans le cadre des pics de pollution. Sinon, on informe quand même les personnes sur la pollution, mais toute l'année. Pour ça, on a utilisé un outil qui est assez simple. C'est une échelle de 1 à 10, avec 1 très bon et 10 très mauvais, avec une dégradation de couleur du vert en passant par l'orange et au rouge. Et donc ça, ces données, on les produit quotidiennement, notamment sur l'application smartphone, sur notre site internet. On l'envoie également dans une liste de diffusion. Donc ça, c'est ce qu'on appelle l'indicateur de pollution, l'indice de pollution. Donc l'indice de pollution, on va le trouver sur Bastia et Ajaccio, au niveau urbain et au niveau trafic, proximité trafic, et au niveau rural également. Pour le reste de la Corse, on produit également un indice de pollution qui permet aux personnes de s'informer quotidiennement et pas uniquement lorsqu'il y a des pics de pollution. Alors, quand on entend pollution atmosphérique, qu'est-ce que ça veut dire exactement? Alors la pollution atmosphérique, c'est des centaines, voire des milliers de composés dans l'air, donc il a fallu faire un tri à un moment donné, notamment en termes de réglementation. Donc c'est au niveau européen, en 1996, où on a vraiment défini aussi les... Bon, ça existait avant, mais c'est une norme 96 au niveau de l'Europe qui a défini vraiment quels étaient les polluants qu'on devait cibler et suivre. Bon, ça évolue, parce qu'après on a eu d'autres normes qui ont rajouté d'autres polluants. Là, actuellement, on a une dizaine de composés que l'on suit de façon régulière avec différentes méthodes. Il y en a où on peut les voir en direct avec des appareils qui nous permettent de faire en direct. D'autres où on est obligé de faire des prélèvements sur des supports, des filtres papier par exemple, qu'on va pré-analyser et qui vont nous permettre de connaître l'exposition des personnes avec des normes souvent sanitaires qui sont des normes d'exposition annuelles. Est-ce qu'on peut avoir une idée de ces composés? Qu'est-ce que... Alors les composés le plus connu, celui qu'on entend le plus souvent, ça va être les particules fines. Oui, Il faut savoir que c'est les vrai que c'est particules ce qu'on entend fines, souvent. c'est pas un composé en lui-même, c'est en fait tout ce qu'on va retrouver dans l'air. C'est qui va être- invisible. C'est invisible parce que celles que l'on suit nous sont des particules très fines qui sont inférieures à 10 microns. C'est un peu le diamètre d'un cheveu. C'est-à-dire que si on prend le cheveu, qu'on le coupe en deux, le diamètre, c'est ça qu'on mesure. Donc c'est des particules fines qui sont assez connues. On va retrouver tout ce qui est solide ou liquide dans l'air mais qui a une très petite taille sont considérés comme des particules fines. Après, on va les mesurer par rapport à leur taille, c'est ça la norme que l'on a, mais on va aussi les mesurer et essayer de voir quelle est la composition chimique. Par exemple, on va mesurer les métaux lourds qu'il y a dans ces particules, et en fonction de ça, on peut définir s'il y a une exposition importante à la pollution. Il y a un autre composé qui est assez connu, c'est l'ozone. On en entend souvent parler, notamment en été. De la Alors, couche pourquoi d'ozone. Voilà. Alors la couche d'ozone, l'ozone, quand il est très très haut dans l'atmosphère, c'est très bon, parce que ça retient tous les UV toxiques du soleil. Mais dès qu'on est au niveau du sol... Ça sert de toit, en fin de compte. Voilà, ça sert de toit, mais à une certaine altitude, c'est très bien, mais dès qu'il est au niveau du sol, c'est beaucoup moins bien pour la santé, parce que ça provoque des irritations, voilà, des problèmes oculaires, etc. Donc c'est l'ozone local qui pose problème. Donc on le trouve uniquement, enfin la plupart du temps, en été, parce que c'est pas un polluant qui est directement émis, c'est un polluant qui va se transformer avec le soleil, enfin avec les C'est la différentes chaleur qui en pollutions. est la cause? Voilà, c'est les UV justement qui vont arriver au niveau du sol avec la pollution, qui vont créer l'ozone. C'est pour ça que les pics d'ozone, on entend beaucoup parler, notamment dans les médias nationaux, dans le sud de la France, la vallée du Rhône, en été essentiellement, quoi. Donc ça, c'est pour le deuxième. Et après, il y en a deux autres de polluants, donc le dioxyde de soufre et le dioxyde d'azote, qui eux sont des marqueurs de la pollution de la combustion. Donc on va les retrouver notamment au niveau du trafic routier, au niveau des centrales thermiques et aussi au niveau des ports, au niveau des émissions portuaires, etc. Donc voilà un peu le panel des polluants qui sont suivis quotidiennement, quoi. Et comment est la qualité de l'air en Corse? Alors globalement, Parce que ça nous alors ça intéresse. dépend, voilà, quel indicateur on va regarder. Si on regarde les indices de qualité de l'air, comme je vous disais tout à l'heure, on a à peu près 2 tiers de l'année où on va être bon ou très bon, et 1 tiers de l'année où on va être moyen à médiocre. La plupart du temps, quand on est moyen à médiocre, c'est justement en été, lorsqu'il y a l'ozone qui se crée, et c'est là où on a des niveaux qui ne sont pas très élevés, mais qui ne sont pas au niveau qu'on peut considérer bon ou très bon. Mais globalement, on va dire que la qualité de l'air est assez Oui, correcte. parce qu'on pense vivre quand même Voilà. sur un Alors, il y a territoire quand même sain. un sauf,
Voilà, sauf effectivement dans les zones de proximité de pollution, on va dire. Quand on se retrouve, un exemple, quand on se retrouve dans Bastia, coincé dans une rue très étroite avec beaucoup de circulation, un embouteillage, etc., là, on se retrouve avec des niveaux qui sont équivalents à ce qu'on peut trouver dans toutes les villes de France en termes d'impact de la pollution. Alors vous dites l'été justement, l'ozone est très bas à cause de la chaleur, mais est-ce que la surpopulation qu'on connaît en été a une incidence aussi? Ça a une incidence forcément, notamment en termes de fréquence des rotations des bateaux par exemple ou des avions, mais aussi également le nombre de véhicules. On sait notamment qu'il y a des régions comme la Balagne ou l'extrême sud où la population est presque multipliée par 10. Ah oui. En termes de véhicules, on est multiplié par 3 ou par 4 le nombre de véhicules avec des axes routiers qui ne sont pas forcément adaptés à autant de circulation. Et justement, les cartographies qu'on avait réalisées sur Île-aux-Rousse, Calvi, Porto-Vecchio et les autres villes, on avait fait des mesures en hiver et en été pour voir quel était aussi l'impact du tourisme. Et effectivement, ce qu'on s'aperçoit dans les cartographies, c'est que la pollution est quand même un peu plus importante en été qu'en hiver. Mais pas de façon globale sur les villes, c'est vraiment en proximité des routes, lorsqu'on va avoir la surcharge au niveau du trafic routier, où on peut avoir un impact important. Et carrément au bord de l'eau? Au bord de l'eau, non, c'est vraiment la distance qui fait, je dis par rapport aux routes où on peut avoir ces problématiques-là. Après, on a d'autres problématiques dans les villes portuaires, par exemple, où on va avoir les émissions des navires qui vont venir contribuer, mais là, c'est plutôt, ils vont venir contribuer à élever le niveau moyen de fond. Parce que souvent, l'aérologie est quand même très particulière en bord de mer et le panache des bateaux est assez tournant, on va dire, mais ça impacte également. Donc, effectivement, forcément, en augmentant la population, mais on augmente aussi les émissions de pollution et forcément, ça impacte un peu plus la population. Ce sont vraiment on peut dire, les éléments polluants chez nous, sur notre territoire. Alors, le polluant, effectivement, enfin, en tout cas l'émetteur qui est principal, notamment dans les villes, ça va être le routier. On a, comme je dis, même la plupart du temps de l'année, on a tout le temps, on connaît tous les embouteillages sur Ajaccio ou sur Bastia. On voit très bien que les axes ne sont pas forcément fluides. Donc dès qu'il y a une concentration et dès qu'il y a une accumulation de véhicules, forcément, on a une accumulation de pollution. Donc ça, c'est une source importante. On a également, on avait les centrales thermiques, je dis on avait parce qu'il y en a une à Luciane qui est passée avec du carburant qui est de meilleure qualité et on a vu la différence dans nos mesures. Et il y a le VAD aussi. Voilà, on a encore la centrale du Vaz qui est un émetteur assez important, même s'il y a quand même des actions qui sont mises de filtres, de réduction, il y a quand même une émission qui est assez importante sur la ville. Après, on a d'autres sources, on a parlé des bateaux même du train ou des avions. Et on a aussi tout ce qu'on fait, nous, au quotidien. On en a parlé aussi rapidement tout à l'heure. Notamment, là, on travaille beaucoup sur tout ce qui est brûlage de déchets verts. Oui, alors l'écobuage, ça m'interpelle. Oui. J'aimerais que vous nous donniez des explications. C'est vrai que pendant longtemps, on s'est dit, brûler des végétaux, ça ne peut pas polluer parce que c'est Exactement. naturel. Bon, là, ce n'est pas du tout le cas. Notamment, là, on se rapproche un peu de l'Université de Corse et il y a une thèse qui est en cours qui a évalué justement, lorsqu'on brûle les végétaux, est-ce qu'il vaut mieux les brûler dès qu'on les a coupés? Est-ce qu'il vaut mieux attendre que ça sèche pour qu'ils soient verts ou secs? Et voilà. Et donc tout a été testé et que ce soit au début, au milieu, à la fin, il y a tout le temps des polluants qui sont émis lorsqu'on brûle des végétaux. Ce n'est pas forcément les mêmes, mais c'est tout le temps des émissions de polluants lorsqu'on fait cette action-là. Donc c'est pour ça que nous on travaille sur une alternative, ce qu'on appelle à l'écobuage. Notamment on a répondu à un appel à projet avec la mairie d'Afa et nos collègues du CPIE d'Ajaccio, qui est une association de promotion de l'environnement. Et on essaye de mettre en place des actions de réduction une alternative à l'écobuage, c'est-à-dire mettre en place des broyages, récupérer ce broyat pour l'utiliser dans le cadre du compost ou l'utiliser dans le cadre du jardinage, etc. Donc on essaie d'évaluer quelle est la faisabilité de mettre en place ces actions à l'ensemble des communes de Corse. Donc là, on fait une expérimentation sur AFA et on va créer un guide l'année prochaine qu'on va distribuer à l'ensemble des communes et on espère que beaucoup de communes vont adhérer à ce projet pour proposer aussi un service à la population de récupération des végétaux verts, de broyage. Ça se fait dans certains endroits. Ah, ça ne serait pas, ce serait le particulier pas... qui demanderait donc à la commune de venir lui broyer, non? Voilà, il faut qu'on réfléchisse à quelle est la meilleure façon, mais c'est un peu l'idée, en tout cas c'est ce qui est testé à la mairie d'Afa, justement, c'est un nouveau service de la commune. Oui, parce que c'est quand même un appareillage
très lourd Oui, financièrement voilà, aussi. il y a ça, mais bon, mais après, il y a la partie aussi personnelle qui va gérer tout ça, donc c'est aussi un coût financier. Mais il faut savoir que cet investissement en matériel et plus en personnel, c'est quand même pour réduire la pollution et pour améliorer la santé des personnes. Donc, est-ce que le coût en vaut La la chandelle? chandelle, ouais. Nous, on pensons que c'est effectivement le cas, quoi. Alors, je voudrais revenir justement quand vous dites que vous avez justement analysé, on va dire, les, tout ce que l'on taille, et en sec ou en verre. Est-ce qu'il n'y a pas aussi le fait de, quand on cultive, il y a encore des gens qui mettent des pesticides, des produits pour soigner leur Alors ça, c'est culture? effectivement une Est-ce autre. qu'il y a un impact? Vous le retrouvez dans vos analyses? Alors ça, c'est une autre problématique. C'est très complexe, effectivement, le suivi des pesticides, parce que là, on se retrouve avec encore plus de molécules Il y a plus différentes, de pollution à l'intérieur. voilà, avec des noms dont je ne saurais pas prononcer les noms, tellement c'est des noms à rallonge. Ça, c'est quelque chose d'assez nouveau. Il faut savoir qu'il y a une réglementation pour les pesticides dans le sol, dans l'eau. Il n'en existe aucune dans l'air. Donc il n'y a pas de réglementation dans l'air, on n'a pas de normes, on n'a pas de seuil auquel se référer. Quoi qu'il en soit, mes collègues, notamment dans les régions très agricoles, ça fait près de 20 ans qu'ils mesurent des pesticides. Et nous, en Corse, on s'est posé la question, notamment sur la plaine orientale, avec des grandes zones agricoles. Donc ça fait 2 ans maintenant qu'on mesure les pesticides. C'est allé en augmentant la pollution? Ben, c'est différent, c'est une autre approche. Parce qu'effectivement, là, pour le moment, on est un peu en train d'accumuler de la donnée sans savoir s'il y a un risque vraiment. On regarde déjà si on trouve la présence de ces pesticides qu'on va identifier par rapport à une liste de molécules qui sont connues, et voir déjà si on les trouve ou pas. Après, les niveaux par rapport aux concentrations qu'on va trouver, on ne sait pas encore quel est le niveau d'impact par rapport à la santé, quoi. Donc ça, pour pouvoir un peu définir ça, et notamment pouvoir un peu se comparer à d'autres régions, ce qui est prévu en 2018, c'est le lancement d'une campagne nationale, donc, qui va être au niveau de l'ensemble des régions, avec 2 sites qui seront notamment sur la Corse, avec la même méthodologie, la même période, et on va pouvoir comparer un peu quels polluants on va trouver en termes de pesticides en comparant d'autres régions, quoi. Voilà. Alors, pour terminer cette émission, j'aimerais que vous nous disiez justement quels sont les principaux impacts sur l'homme de cette pollution Alors, atmosphérique. souvent, tout à l'heure, vous m'avez posé la question, où est-ce que c'était le plus pollué, etc. Et je n'ai Exactement. pas tout à fait répondu, parce que l'endroit le plus pollué, en fait, la plupart du temps, lorsqu'on fait des mesures, c'est l'intérieur. L'intérieur des véhicules, par exemple. Lorsqu'on est dans le fameux embouteillage, où on sait que la pollution autour de la route est assez importante, eh ben, elle est beaucoup plus importante encore à l'intérieur de votre véhicule. Dans l'habitacle. Parce que voilà, l'air d'extérieur pollué va rentrer et va rester coincé dedans. Donc c'est là où Qu'est-ce qu'on conseille alors? D'avoir finalement ces fenêtres ouvertes si on peut? Exactement. C'est le mieux finalement de pouvoir ventiler, d'aérer. Et ça, c'est valable de partout dans l'air intérieur. Donc dans les véhicules, mais surtout aussi dans les bâtiments. On passe 80% de notre temps dans des bâtiments. Donc la qualité de l'air intérieur est aussi très importante. Il faut renouveler l'air. Voilà, renouveler. Notamment maintenant, on a des nouvelles normes thermiques qui font que les bâtiments sont beaucoup plus confinés. Oui. Donc il faut, Ils sont plus étanches, voilà, on va dire. Il faut renouveler l'air. Avoir des matériaux qui ne sont pas émissifs. Maintenant, il y a des normes vous verrez sur les étiquettes, sur les meubles, sur les produits, les peintures, etc. Il y a des échelles de pollution. Il faut prendre le A, voilà. Donc faire tout ça. Et évaluer aussi la qualité de l'air de son bâtiment, notamment dans les lieux recevant le public. Il y a une obligation d'évaluer la qualité de l'air dans les lieux recevant le public. On a d'ailleurs rappelé cette obligation à l'ensemble des communes de Corse, qui doit faire avant le 1er janvier 2018 l'évaluation de la qualité de l'air dans tous les lieux recevant des enfants de moins de 6 ans, donc les maternelles, les crèches et les écoles. Vous intervenez là à ce moment-là? Alors nous, on n'intervient pas directement. On a envoyé tous les documents à l'ensemble des mairies. Et donc, en fait, c'est tout simplement un autodiagnostic dans lequel on va évaluer le risque ou pas qu'on retrouve de la pollution à l'intérieur des bâtiments. Et si on suspecte une source de pollution, il va falloir agir. Par exemple, si on suspecte qu'un appareil de chauffage n'a pas été nettoyé depuis très longtemps, il va falloir que les municipalités agissent pour faire en sorte de vérifier qu'il n'y a pas de problème de relargage de polluants dans l'air. Voilà. C'est comme finalement, aussi bien dans l'habitacle d'une voiture, quand on a la clim, on a ces filtres justement à faire changer pour la climatisation, oui. Et nos filtres dans les habitations aussi de clim. Voilà, c'est ça. Donc, elles récupèrent toutes les saletés. Il faut avoir en tête que
on pense souvent qu'on est à l'abri lorsqu'on est Oui. dans un bâtiment, alors que Confiné, souvent, c'est pas le cas. c'est là qu'on est le plus impacté. Donc il y a une règle toute simple aussi qui est d'aérer les pièces au moins 5-10 minutes Les pièces de vie. par jour. Et ça suffit à renouveler l'ensemble de l'air d'une pièce. Lorsqu'on ouvre même en plein hiver, là on va attaquer l'hiver avec des froids Au contraire, je pense. importants. On peut très bien ouvrir la fenêtre pendant 5 minutes. Ça ne va pas faire descendre la température du bâtiment pour autant. Par contre, ça va renouveler intégralement l'air de la pièce. Oui, parce que sinon c'est un cercle de microbes en quelque C'est sorte. ça, voilà. Donc on reste confiné et on ne pense pas à Ça aérer mijote. même en hiver, alors qu'il faut aussi aérer en hiver, même peu de temps, ça suffit, c'est toujours bénéfique. Eh bien, Jean-Luc Savelli, merci de toutes à vous. ces informations. Et quant à moi, je vous dis à une prochaine fois.